Ce film, initié en 2023 par le Conseil des aînés, commandité par la municipalité et conçu et supervisé par Frédéric Brassard, est un voyage dans le temps et la mémoire, afin que les plus anciens puissent partager et transmettre les gestes et coutumes d'autrefois. Ce film a également pour ambition de mettre en avant le patrimoine bâti et environnemental de la commune. Des morceaux d'histoire portés par des images en carte postale de Saint-Marcellin-en-Forêt d'autrefois et des séquences filmées par drone de la commune d'aujourd'hui traversent le film comme des témoignages sur l'évolution de la commune au cours de ces dernières années. Sans basculer uniquement dans la nostalgie, le film montre que la vie marcelinoise, avec de nombreux cafés, commerces, métiers de l'artisanat, de l'industrie et de l'agriculture, était riche. Frédéric Brassard a pris le temps, pendant 2 ans, d'aller à la rencontre de Marcelinois. Grâce à plusieurs interviews, avec le concours de nombreux Marcelinois, des membres du conseil municipal des enfants et des jeunes, il a pu reconstituer le puzzle de l'histoire de notre belle commune, nichée aux portes des balcons du Forêt. Bien plus qu'un documentaire, ce film d'une durée d'1h15 plonge le public dans un passé pas si lointain d'un village rural, mais tellement déconnecté du quotidien de Saint-Marcellin-en-Forêt aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que je suis le maire d'une commune qui est riche de par son patrimoine. Mais le patrimoine doit également être transmis. Et j'ai également la chance, sur Saint-Marcellin-en-Forêt, d'avoir des passionnés d'histoire, passionnés de patrimoine, qui veulent transmettre. On a eu l'abbé Pinton à une époque qui a écrit un livre très technique et nous avons voulu un support pour les générations futures, pour les nouveaux habitants, pour qu'ils connaissent l'histoire de Saint-Marcellin-en-Forêt. Et c'est grâce à ces témoignages que nous allons pouvoir transmettre sur un support beaucoup plus ludique, moins technique peut-être. En tout cas, c'est l'objectif de ce petit film. Nous sommes devant la première représentation, la plus ancienne, du castrum de Saint-Marcellin, de la ville de Saint-Marcellin, avec sa seconde enceinte. Cette représentation de Saint-Marcellin date du milieu du XVe siècle. En fait, elle a été commandée par Charles Ier, qui était le duc de Bourbon de cette époque. Charles Ier a commandé à son héros d'armes, qui s'appelait Guillaume Revel, la représentation de toutes les villes et les villages fortifiés qui étaient sur le territoire du Bourbonnais. Et Guillaume Revel, qui était donc le héros d'armes de Charles Ier, qui a eu l'idée de représenter, en plus des armoiries, puisqu'un armorial, comme son nom l'indique, c'est une représentation des armoiries, la représentation des villes et des villages fortifiés qui existaient sur tout le territoire, à la fois du Bourbonnais, de l'Auvergne et aussi du Forêt. C'est la partie forésienne, heureusement pour nous, qui a été la mieux représentée. Donc nous avons sous les yeux, bien sûr, la représentation de Saint-Marcellin avec sa double enceinte, la première enceinte du XIIIe siècle et la deuxième enceinte du XVe siècle, dominée par le haut donjon qui mesurait 27 mètres de haut et 9 mètres de diamètre. Ce qui est intéressant, c'est que cette représentation du XVe siècle, eh bien, lorsqu'on déambule dans les rues de notre village, eh bien, on peut facilement retrouver les remparts dont je viens de parler, qui sont encore existants à Saint-Marcellin. On va dire qu'il en reste environ 80%. Même s'ils n'apparaissent pas au premier coup d'œil et qu'ils sont dissimulés par toutes les maisons qui sont venues se construire, à la fois contre le rempart, à l'intérieur et à l'extérieur également. La deuxième partie des pages de cet armorial eh bien, comporte les armoiries des familles importantes qui vivaient sur le territoire à cette époque.
Et nous avons ici les armoiries de la famille de Boutéon. La famille de Boutéon habitait cette maison et étaient les capitaines châtelains de Saint-Marcellin. En 1368, Foulques ou Faucon de Boutéon est nommé capitaine châtelain de Saint-Marcellin par le comte de Forêt. Sur le plan cadastral de 1812, on remarque que les remparts sont toujours présents, ainsi que les portes. D'après les archéologues, le premier rempart, celui du castrum, a été construit par les habitants, c'est-à-dire avant que la ville n'appartienne au comte de Forêt. Ces remparts ont été construits par tranches et des maisons se sont immédiatement accolées autour. On peut voir qu'il est très haut, pour la bonne raison qu'à cette époque, il fallait se défendre avec des armes simples comme les arbalètes ou le chemin de ronde, bien sûr, qui se trouvait en hauteur. Lorsque le comte de Forêt va venir habiter ici, va faire construire son logis comtal, on en voit encore une des très très belles fenêtres trilobées. Le logis comtal a disparu en 1995 à l'intérieur du rempart. Il y a aussi une très belle fenêtre géminée de l'autre côté qui appartient à cet ensemble-là. On voit que la base du rempart est talutée, c'est-à-dire qu'il y a ici un biais. Ce biais était destiné, lorsqu'on envoyait un projectile, on l'envoyait parallèlement au mur et il était renvoyé par ce biais directement sur les assaillants. Donc là, nous sommes toujours au pied du premier rempart, du rempart du castrum. On peut remarquer qu'il y a deux fenêtres à meneaux qui ont été ouvertes certainement vers le XIVe siècle et aussi une latrine. On voit bien que les évacuations se faisaient directement dans les douves, puisqu'ici nous sommes vers une poterne, une petite porte qui permettait de sortir sur les douves. Là, nous sortons du castrum, c'est-à-dire de la partie la plus ancienne du XIIIe siècle. Ici, il y avait une porte, bien sûr, une porte principale, qui faisait pendant à la porte des Estres de l'autre côté. Devant se trouvait une place qui est déjà citée il y a fort longtemps, à la période médiévale. Nous sommes ici sur une rivière médiévale, très très haute, puisqu'on peut même y passer encore avec une voiture en dessous, tellement elle est grosse. Cette rivière s'appelait le Sautarel et amenait l'eau jusqu'aux douves qui se trouvaient au pied du rempart de la seconde enceinte. Au XIVe et XVe siècle, la ville s'est agrandie. Elle s'est agrandie de grands faubourgs. Ce grand faubourg, il faut le protéger. On va le protéger avec une nouvelle enceinte, beaucoup plus petite que l'autre, beaucoup plus basse, disons, parce qu'on vient de découvrir la poudre à canon. Donc une autre manière de se défendre. On n'a plus besoin d'avoir des murs aussi hauts. Et vous pouvez remarquer ici des archères canonnières qui permettaient de passer ou une coulevrine ou des petits fusils, des mousquets, bien sûr. Face à nous se trouvait un autre ruisseau qui alimentait les douves, qui se continuait ici devant. Ce ruisseau s'appelait le Merdarel. Sans doute était-il pas très propre. Mais face à nous, il y a une petite rue qui se nomme la rue de la Bastille. Alors non pas en souvenir de la Bastille de 1789, puisque c'est cité beaucoup plus en arrière. Il est écrit même où se trouvait autrefois une bastille, c'est-à-dire un bastion, une avancée pour se défendre, pour défendre déjà le second rempart.
Ici se trouvait la porte des Estres, protégée par un pont-levis au pied des remparts, où circulaient également les douves des fossés qui étaient alimentés par le bief comtal, qui également faisait tourner la plupart des moulins qui étaient situés le long de la mare. Un texte de 1403 nous informe que les riverains avaient des droits d'eau sur les douves. Alors non pas pour s'abreuver, mais tout simplement pour assainir leur maison et puis pour arroser leur jardin. Nous sommes maintenant à l'intérieur du bourg castral et nous découvrons l'intérieur du rempart avec toutes les traces archéologiques des maisons qui sont venues se construire contre ce rempart. Les tours, on avait un village qui était bien. Il y avait une tour qui se trouvait en face du monument, qui s'est écroulée, pas ce siècle dernier, le siècle d'avant, elle s'est écroulée cette tour. Il y en avait une autre tour qui se trouvait dans le jardin qui a été fait, vous savez, là, juste en face, vers le café du centre, là. Il y avait une tour qui se trouvait là, qui a été démolie les années 60. Là. Ça a été terrible de démolir cette tour. Elle faisait partie d'un ensemble de bâtiments. Il y avait un coiffeur, tout, et il y avait cette tour au fond. Là. Bon, elle s'est démolie, cette tour. Moi, j'ai eu un regret, mais à l'époque, j'étais un gamin. Je ne pouvais pas parler de ces choses-là. Mais j'étais tellement attiré par une histoire, par l'histoire de mon pays, que pour moi, ça m'a fait saigner. Hein. Cette fresque pourrait représenter une partie de Saint-Marcelin, puisqu'on y trouve l'église, là-bas au fond, une partie des remparts. Et également, peut-être cette tour qui serait le donjon. Alors ce donjon, grâce à un écrit qu'on a retrouvé dans un petit carnet, on sait qu'il s'est écroulé le 16 juillet 1858 à 10 h du matin. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Seuls 2 porcs et une brebis ont été tués. Par contre, la plupart des maisons qui étaient autour ont été endommagées. Il faut amener de l'eau à la ville. La rivière est loin. Donc il va falloir faire un bief. Et ça, le comte de Forêt va y penser. Il faut aussi que les gens puissent moudre leurs grains. Donc sur ce bief, on va construire des moulins. Un premier moulin qui est ici, qui s'appelle le moulin du Sauze, et qui est cité dès le XIIIe siècle. L'eau va arriver ensuite dans la ville et va amener donc l'eau aux douves, bien sûr, et amener de l'eau pour les habitants. La première citation de notre église date de 984. Elle appartenait à cette époque-là à l'église de Lyon. Évidemment, de cette époque, il ne reste rien, sauf, a priori, d'après les archéologues, cette pierre que vous avez ici, qui daterait de la première église. Le reste date du XIIe siècle. Au XIIe siècle, par contre, notre église n'avait pas l'aspect qu'elle a aujourd'hui, puisqu'elle avait des contreforts qui étaient saillants, et la nef qui est à l'intérieur, la nef romane, avait une partie qui était absolument rectiligne. Au cours des siècles, les familles importantes de notre village ont construit à l'intérieur des chapelles où ils assistaient à des messes privées.
Et lors de la construction de ces chapelles, on a repoussé les murs intérieurs au droit des contreforts que vous avez ici. La façade de l'église, au moins pour sa partie inférieure, jusqu'au larmier de pierre là-haut, date du XIIe siècle. Mais elle avait un clocher-peigne ou clocher-mur, qu'on pouvait d'ailleurs voir sur la vignette de Guillaume Revel. Au XVe siècle, au début du XVIe siècle, le clocher a été transformé. On a rajouté sur les contreforts un clocher carré et la flèche, elle, date du XXe siècle. On sait, grâce aux fouilles réalisées par le Graal, que le village était déjà habité il y a fort longtemps, enfin du moins dans les alentours, car on a trouvé des amphores. Il a été trouvé aussi au XIXe siècle un trésor au lieu d'y bâtait d'une bonne quantité de pièces de bronze datant du VIe siècle. Au Moyen-Âge, la ville va intéresser le comte de Forest et il va se l'approprier. Il va faire construire un logis comtal pour venir y passer quelques temps de temps en temps, quelques jours de temps en temps. Il va y faire construire un pressoir banal et bien sûr un four banal. Ce sera sa ville. Puis au Moyen-Âge, la ville était déjà un petit peu grande et elle avait la chance de se trouver sur une voie qui venait de Montbrison, capitale du Forêt, et depuis plus loin, des foires de Champagne. Cette route se dirigeait vers le Velay, et entre autres par Saint-Bonnet-le-Château, où se trouvait déjà un hôtel-Dieu au XIIe siècle. Plus loin, elle s'en allait vers la Régordane et vers Compostelle. Une autre voie allait en direction de Saint-Rambert, où se trouvait l'unique pont sur la Loire à cette époque-là, qui permettait d'aller vers la vallée du Rhône. Nous pénétrons maintenant à l'intérieur de la nef romane, qui, elle, date du XIIe siècle. Comme nous avons pu le dire à l'extérieur, à l'origine, les murs étaient au droit des contreforts que vous avez de part et d'autre de l'église, mais au fur et à mesure des siècles, les familles de notables ont voulu installer à l'intérieur de l'église leur chapelle privée, et pour ce faire, ils ont repoussé les murs au droit des contreforts extérieurs. Parmi les éléments remarquables de notre église, et protégés au titre des monuments historiques, outre la nef romane dont on vient de parler, nous avons également plusieurs statues, notamment la statue de Saint Marcellin, qui se trouve derrière moi. Saint Marcellin, qui était un évêque du Puy et dont les reliques sont conservées dans l'église de Monistrol-sur-Loire. Une autre statue en bois polychrome du XVIIe siècle, comme la précédente, est la statue de Sainte Catherine d'Alexandrie, qui provient de la chapelle qu'on trouve sur la place Sainte-Catherine. Ici se trouve la tombe de Guicharde d'Albon, qui était dame du Colombier, une seigneurie qui se trouve tout près de la ville de Saint-Marcellin. Elle était la sœur de Antoine d'Albon, qui était archevêque de Lyon. Elle était la femme de Pierre d'Apinac, et son fils aussi se nommait Pierre d'Apinac. Il était archevêque lui aussi de Lyon à la suite de son oncle. On peut encore voir l'hôtel particulier de Pierre d'Apinac qui se trouve à Saint-Bonnet-le-Château. Et elle est décédée le 14 septembre 1573. Deux autres éléments datant également du XVIIe siècle sont présents dans notre église. Il s'agit de cette belle chaire à prêcher et également de ce retable qui est ici. Le retable correspond à la famille Boyer du Moncel qui était au domaine de Bataillou. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'église s'est avérée trop petite pour contenir tous les fidèles. Il a donc fallu l'agrandir et pour ce faire,
on a abattu le rempart, ainsi que les maisons qui étaient accolées contre ce rempart. Et on a également bouché un petit peu plus tard, c'était au début du XXe siècle par contre, le fossé métral qui était le long du rempart. Au début des années 2000, une opportunité s'étant présentée, la commune a pu faire l'acquisition de cet immeuble qui appartient désormais au patrimoine communal. Cette maison est du XVe siècle. Elle a la chance d'être restée dans son jus. Et ça, c'est fabuleux. C'est ce qui fait son charme. On sait qu'elle date de 1485, puisqu'on a fait une dendrochronologie, c'est-à-dire une étude du bois, qui a permis de la dater de cette date-là. Elle appartenait à la famille de Tournon, famille de capitaine Châtelain, qui était une famille très importante de Saint-Marcelin. Les deux maisons, en fait, ce n'est qu'une seule maison, aussi bien de ce côté que de là. Elles étaient reliées par deux êtres, c'est-à-dire deux galeries. Le nom être est un nom forésien, hein. Deux galeries qui étaient l'une au-dessus de l'autre. Vous êtes dans la maison d'un notaire royal. Il est aussi capitaine Châtelain de Saint-Marcelin. Dans cette maison, il reçoit ses clients, bien sûr. Donc c'est une belle cheminée très ostentatoire qui permet de faire voir qui il est, bien sûr, un personnage important. C'est une famille importante, puisque les Tournon auront la main mise un petit peu sur tout le monde. Ils sont fileurs de soie, ils sont capitaines Châtelain, ils sont notaires royaux, donc ils ont la main mise. Une des particularités de cette pièce, c'est qu'elle comporte un potager. Un potager, en fait, c'est l'ancêtre du fourneau, puisqu'on venait ici y réchauffer les plats. La partie inférieure comporte un emplacement où on mettait les braises, et la partie supérieure est une pierre qui est percée d'orifices qui permettaient de poser les plats et de les réchauffer. Un petit confort supplémentaire, cette partie-là était ouverte et permettait de se servir directement dans le puits sans sortir de l'extérieur à l'extérieur de la maison. Ce que nous découvrons au sol et que vous voyez ici, qui ne ressemble pas à grand-chose, c'est vrai, eh bien en fait c'était quelque chose qui était assez innovant pour l'époque, puisque ça constituait à la fois une isolation phonique et thermique, qui était placée entre le plafond de la salle qui est dessous et le plancher de cette salle qui était ici. Ça pouvait éventuellement servir lors des incendies, puisque c'était ce qu'on redoutait le plus au Moyen-Âge, pour constituer eh bien, une chute des matériaux qui pouvaient étouffer le feu. Les archéologues, en faisant des sondages, ont découvert un dessin qui m'a l'air un peu mystérieux. Ici, nous sommes à l'étage noble. C'est là où la famille Tournon vivait. Vous pouvez remarquer qu'il y a une très belle cheminée beaucoup moins ostentatoire que celle du bas. Tout simplement, il n'avait pas besoin de s'en mettre plein la vue à lui-même. Par contre, il avait de très belles fenêtres, très grandes pour l'époque, ce qui est un grand luxe, car on ne sait pas très bien utiliser la vitre à ce moment-là. Hein. On sait faire du vitrail, bien sûr, si on a des moyens, si on a de gros moyens. Sinon, on met du parchemin qui est bien sûr rendu beaucoup plus fin, hein, pour laisser passer la lumière, mais ça n'est pas aussi bien sûr que la vitre. Je pense qu'il avait les moyens.
ben, c'était notre village et il a été, paraît-il, envahi par les Autrichiens qui remontaient du sud de l'Italie. Parce qu'à cette époque-là, les armées napoléoniennes se sont trouvées coincées dans plusieurs endroits, sur la frontière espagnole, sur le nord, et les troupes qui remontaient d'Italie, parce que l'Italie appartenait à l'Empire français, le vice-roi d'Italie, c'était le prince Eugène, donc le fils de Joséphine de Beauharnais, et je suppose que ces armées remontaient d'Italie, et se sont trouvés à Saint-Marcelin, un campement à Saint-Marcelin. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'ils étaient vainqueurs, donc ils étaient un peu envahissants, et on dit qu'à cette époque-là, la population marcelinoise était vraiment subjuguée par les façons de puissance qu'ils avaient, et ils se sont réveillés un jour, il y a eu un massacre. Il y a un commando des Marcelinois qui s'est mis à massacrer les Autrichiens. C'est des on-dit qui sont peut-être des légendes, mais enfin qui ont certainement une signification, puisque à cette époque-là, la France était envahie de tous les bords. Bon, bien, on dit qu'ils ont été tués et enterrés autour de l'église, paraît-il. Oui. Au XVIIIe siècle, on aspire à un petit peu plus de confort. Pour ce faire, on va transformer une partie de ce bâtiment et on va araser le rempart au niveau du premier étage pour le remplacer par un mur beaucoup moins épais, entre 60 et 70 cm d'épaisseur, et surtout y installer de très grandes fenêtres pour avoir beaucoup plus de lumière. On installe également des cheminées pour avoir un petit peu plus de chaleur, mais aussi ces alcôves pour protéger les personnes, les vêtements, et puis surtout avoir un petit peu plus d'intimité. Alors, nous nous trouvons devant cette cheminée qui date de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle, et sa particularité, c'est qu'elle est agrémentée d'un blason. Mais ce n'est pas un blason comme les autres, puisqu'il s'agit d'un blason d'alliance, c'est-à-dire qu'il va représenter deux familles. Vous avez ici la moitié du blason de la famille de Bouthéon, et le blason de la famille de Toligny ou de Torigny, qui lui a été compressé. On sait que Marguerite de Bouthéon va épouser en 1390 Philippe de Toligny. Dans cette pièce, nous avons également, grâce à cette fenêtre, eh bien, nous nous rendons compte de l'épaisseur du rempart, du premier rempart, qui faisait entre 1,50 m et 1,80 m d'épaisseur. On sait que beaucoup de blasons ont été détruits, piqués à la Révolution française, mais dans ce bâtiment, nous avons la chance d'avoir pu conserver ce blason qui est complètement intact. Je dirais même des armoiries, puisque outre l'écu que vous avez ici, on a également les lions qui soutiennent le blason, le casque du chevalier et le cimier qui représente un faucon qui est en train de plonger sur sa proie. On sait que Foulques ou Faucon de Bouthéon était un capitaine châtelain de Saint-Marcelin. Ce linteau de porte armorié est typique du XVe siècle puisqu'il a cette forme d'accolade qu'on retrouvait à cette époque. Lorsque le papier peint qui couvrait les murs de cette pièce a été retiré, nous avons eu la surprise de découvrir cette fresque d'une facture certes bien naïve, mais qui a quand même le mérite d'exister. Des spécialistes nous l'ont datée de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
pendant la guerre de Cent Ans, à la bataille de Brignais, le comte de Forêt en exercice est tué. Son frère, qui aurait pu lui succéder, qui s'appelait Jean, est grièvement blessé à la tête et va devenir fou. Quelques années plus tard, en 1371, Anne Dauphine, l'héritière du comté de Forêt, épouse Louis II de Bourbon. Et en 1372, Jean, qui était devenu fou, va donc décéder. Par conséquent, le Forêt va passer sous la domination des Bourbons. Plus d'un siècle plus tard, le Forêt devient à nouveau possession féminine. Le Forêt appartient à Suzanne de Bourbon, qui va épouser Charles III de Bourbon, dit le Connétable, et qui va devenir lui aussi duc, comte de Forêt et de Bourbonnais. Et c'est là, à la mort de Suzanne de Bourbon, qui meurt sans enfant, que les problèmes vont commencer. Le Connétable commence à prendre peur. Il a peur de François Ier. Donc il va se mettre au service de Charles Quint. Et Charles Quint, c'est l'ennemi mortel de François Ier. Donc il devient traître à la patrie. Et François Ier va lui confisquer ses biens. Et le Forêt devient royal. Il appartient au roi à partir de ce moment-là. Le dernier comte de Forêt, Charles III, dit le Connétable, va décéder devant le siège de Rome en 1527. Il a 37 ans. Et il se battait contre les Français. Le Forêt et donc Saint-Marcellin passent dans la couronne royale. À ce moment-là, Saint-Marcellin et le Forêt, et tout le Forêt, est géré par un bailli. C'est un rôle qui est dévolu à la grande famille d'Urfé. Saint-Marcellin sera géré toujours par un capitaine châtelain et par des consuls. Saint-Marcellin devient ville royale jusqu'à Henri IV qui échangea en 1610 la seigneurie contre une partie de Fontainebleau à une certaine dame d'Allonville. Entre-temps, Henri IV fit de Saint-Marcellin une ville ouverte aux protestants. Les catholiques majoritaires dans la ville se plaignirent que les chants des réformés dérangeaient les messes. Certains protestants, dont le notaire Boulier, s'enfuirent en Vivarais. La dame d'Allonville, 3 mois après l'achat de la ville, la revendit à perte à un certain marchand de Sury, monsieur de Laveué. Les seigneuries de Sury et Saint-Marcellin n'en firent qu'une seule. Une fois de plus, la seigneurie fut vendue en 2 parties en 1695, une à madame de Fournier, Chavagnac, dame du Colombier, et l'autre à monsieur de Mazenot. C'est Louis XIV qui mit fin aux discordes accordant la justice de la ville à madame de Fournier-Chavagnac et le reste de la seigneurie à monsieur de Mazenot, qui pouvait tenir une cour de justice au hameau de Châtelus, où se trouve encore le bâtiment des prisons. Cette gentilhommière est la partie subsistante d'un château beaucoup plus ancien qui s'appelle le Colombier. Ce château a disparu en 1839, il a été démoli pour faire place à un château beaucoup plus moderne. Il appartenait à la famille d'Apinac au XIIe siècle, famille d'Apinac d'Albon, une grande famille de notre région. À la fin du XVIe siècle, le dernier des Apinac, Pierre d'Apinac, qui est archevêque de Lyon, est criblé de dettes. Donc ses successeurs vont être obligés de vendre la seigneurie. Ils la vendent en 2 parties. Le château est vendu à l'archevêché de Lyon, du moins à son trésorier, Jean Livet, qui va le passer à sa famille, le transmettre à sa famille. Et l'autre partie sera achetée par le capitaine Châtelain. C'est cette partie-là. Le capitaine Châtelain s'appelle Jean de Tournon. Il va remanier le château dans un style néo-médiéval, avec des créneaux, des merlons, une bretèche qui n'a plus de raison défensive. Il va laisser aussi la date de la fin des travaux, 1636, date qui est aussi celle de sa mort.
À la fin du XVIIe siècle, la petite-fille de Jean de Tournon va épouser Charles-Joseph de Masneau. Donc la maison va passer aux de Masneau. La famille de Masneau est seigneur de la Chance sur Saint-Chamond et aussi possessionnée depuis fort longtemps sur Lyon. Belle maison médiévale du XVe siècle avec sa fenêtre à meneaux et avec son ouvroir. Un ouvroir qui devait servir certainement à un artisan ou à un commerçant. On n'entrait pas à l'intérieur, on venait acheter sur le volet qu'on avait rabattu. Et là se trouvaient les choses à vendre, hein, bien sûr. C'est de là que vient l'expression « trier sur le volet ». Au-dessus se trouve un signe de protection, un agnus dei, c'est-à-dire un agneau portant la croix pour protéger la maison. Cette maison est citée en 1489 comme nouvellement construite. Elle a quelques beaux éléments architecturaux, entre autres une belle façade Renaissance et un escalier à vis à l'intérieur. C'est un certain monsieur Chavassieux qui en était l'hôte de cette maison, puisque cette maison était une auberge. Elle a été une auberge pendant de nombreuses années. Elle s'appelait l'auberge de la Croix-Blanche, à peu près au début du XVIIe siècle. Et ensuite, à la fin du XVIIe, elle s'appelait au Dauphin d'Or. Elle appartient pendant très longtemps à la famille de Masneau. Au XVe siècle, une bourgeoisie lyonnaise va venir à Saint-Marcellin, va s'installer à Saint-Marcellin. Ce sont des gens riches qui ont suivi les banquiers lyonnais, fort riches aussi. Et ils vont s'installer ici. Et ils vont s'installer, bien sûr, avec de belles maisons et devant la porte principale, parce qu'il y a une grande place, et pour être en vue. Alors, cette belle maison date de la Renaissance, mais elle est beaucoup plus ancienne. Alors, on peut voir, bien sûr, la date de la rénovation de cette maison, puisqu'elle était médiévale et qu'elle a été rénovée à la période Renaissance, 1556, et on voit aussi des signes de protection. Jesus hominem salvator, c'est-à-dire Jésus sauveur des hommes, et le M et le P de Maria Protector. On peut remarquer qu'il y a une Vierge pour la protection de la maison, surtout pour la protection des incendies. Et aussi de chaque côté, elle est sous un dais bien sûr, et de chaque côté on peut voir les pilastres cannelés qui sont typiques de la Renaissance. Donc nous savons grâce aux archives que cette maison a été achetée en 1609 pour 1000 livres, ce qui est une somme assez importante parce que des maisons valaient à peu près 70 livres. 1000, c'est beaucoup. À l'origine, le bourg castral abritait uniquement des celliers, qu'on appelle maintenant des maisons vigneronnes, qui étaient composées d'une unique pièce de rez-de-chaussée, c'était un parcellaire qui faisait environ 4 mètres par 4. Et par la suite, ces maisons vigneronnes ont servi d'habitation et on les a surélevées pour y ajouter des logements. Dans cette maison se trouve à l'intérieur une tour de retranchement. Une tour avec bien sûr une meurtrière. Cette tour de retranchement servait à attaquer les gens qui étaient déjà entrés. Donc c'est assez particulier. Donc une maison, une tour pour se protéger en fait déjà de l'intérieur. La chapelle Sainte-Catherine, devant laquelle nous nous trouvons, date du XIIe siècle.
c'était la chapelle du cimetière. C'est vrai qu'à l'origine, le cimetière était autour de l'église paroissiale, mais comme il était complet, il a bien fallu le déplacer. Et cette chapelle donc a abrité, comme on a pu le voir aussi, à l'intérieur, les tombes de familles de notables. À la fin des années 90, on va dire, eh bien, cette chapelle a été restaurée. Et lors de sa restauration, eh bien, on a pu dégager sur le tympan que vous avez ici une fresque qui représente le martyre de Sainte Catherine d'Alexandrie. Cette partie de la façade de la chapelle Sainte-Catherine a une particularité. On peut s'apercevoir que le bas est en pierre, le haut également, mais la partie médiane est en pisé, ce qui est très rare dans un édifice religieux. On pourrait l'expliquer par le fait qu'elle a été détruite en partie pendant la guerre de 100 ans et qu'il a fallu la reconstruire rapidement, donc les habitants ont pris ce qu'ils avaient sous la main. Lors de la restauration de la chapelle dans les années 1990, pour la transformer en médiathèque, on a retrouvé les restes de fresques qui malheureusement avaient été détériorées à la Révolution, ainsi qu'une litre funéraire. Alors une litre funéraire, c'est un bandeau noir qui était dessiné sur les murs d'un édifice religieux et sur lequel on dessinait les blasons des familles de notables qui avaient été enterrés dans ce lieu. Autour de la chapelle, et plus précisément sur le parking de la place Sainte-Catherine, se trouvait jusqu'en 1882 le cimetière paroissial. Il a ensuite été déplacé de l'autre côté de la mare, au lieu dit Outrelot. Autrefois, les Marcelinois vivaient de la vigne et pour la vigne. Ils craignaient bien sûr le gel, les intempéries, la grêle, c'était vraiment une source d'angoisse perpétuelle. La vigne à Saint-Marcellin est citée au XIIIe siècle. On parle de la vigne des plantins, donc les plantins signifient les plantés, une vigne nouvellement plantée, ce qui s'appelle aujourd'hui le quartier des plantés. Bien qu'une découverte d'amphore, au lieu-dit de la Maison Blanche, nous fasse réfléchir à ce sujet, sur une présence antérieure de la vigne. La vigne en plaine était plantée dans des clos. Les clos sont des jardins ceints de murs en pisé, et les murs en pisé recouverts de tuiles. C'était là où la vigne était moins sujette au gel. Et à l'intérieur des clos, bien sûr, aussi, les gens cultivaient les arbres fruitiers tels que les pêchers, les pommiers, les poiriers, en espalier contre les murs empisés, pour profiter de la chaleur. La plupart des vignobles se trouvaient sur les coteaux, puisque Saint-Marcellin est au fond d'une cuvette entourée de coteaux. Donc les coteaux propices à la culture de la vigne. Les vignobles, la plupart des vignobles, donc je vous ai dit qu'ils étaient, ceux en plaine étaient ceints de murs empisés, et sinon ils portaient aussi le nom de pan. Le pan qui veut dire endroit, et le pan des Bleuses, le pan des années. À l'époque où Saint-Marcellin était la propriété des comtes du Forêt, le pressoir était comtal. Il y avait un pressoir à Saint-Marcellin. Et donc le comte décidait de la date des vendanges par le ban des vendanges. Le ban des vendanges marquait l'ouverture donc de cette saison, les vendanges. On vendangeait les parcelles bien sûr du comte avant de vendanger les siennes, et un droit, une taxe, il prenait bien sûr une taxe sur le pressoir à chaque fois que les gens s'en servaient. Les vignes appartenaient aussi aux bourgeois des Monts du Forêt, car à l'altitude où ils habitaient, la vigne ne poussait pas. Donc ils possédaient des parcelles à Saint-Marcellin, au lieu-dit Le Mas. Les vignes possédaient des loges. La loge est un lieu qui servait
à venir travailler la vigne. En fait, la loge se trouvait dans un clos, ceint de murs en pisé, souvent, et dans cette loge, le rez-de-chaussée était destiné à l'outillage et pour abriter les animaux de trait. Quant au premier étage, il était occupé par les gens qui venaient travailler la vigne. Il y avait même une cheminée, des fois au premier étage, là où il mangeait et là où il dormait. Mes ancêtres pommiers possédaient des vignes à Outrelot en 1582. À cette époque, ils étaient signalés vignerons, mais aussi ils faisaient un autre métier, c'est-à-dire on était cordonniers vignerons, aubergistes vignerons, eux étaient jardiniers, puisqu'ils étaient en fait maraîchers, mais maraîchers vignerons. C'est pour perpétuer la tradition que j'ai replanté de la vigne il y a 10 ans maintenant. Le vin qui était produit était vendu aux ecclésiastiques, aux couvents, enfin vendu ou donné. À l'époque où l'eau était, il faut se rappeler que l'eau était impure, donc le vin titrait de faible degré. Le petit vin de Saint-Marcellin était réputé au milieu du 19e siècle. Les gens venaient en train de Saint-Étienne le déguster chez Saillant, au Planté. Milieu 19e et début 20e, le vin était surtout vendu à Saint-Étienne. Il était surtout destiné aux mineurs de fond qui avaient leurs 2 litres et quelques par jour. Donc on est sur la place principale du village, la place du monument aux morts. Une place centrale qui est très très commerçante. On a vu quelques magasins. Derrière moi se trouvait le grand bâtiment que l'on voit, c'était la propriété de M. Fournier, qui était armurier, qui avait 4 employés. Son atelier d'armurerie se situait au premier étage. Et au rez-de-chaussée à côté, il y avait le salon de coiffure de son épouse qui était coiffeur pour d'hommes. À la place de la coiffure, c'était l'Étoile Blanche tenue par Madame et M. Brouillou. À l'emplacement de la charcuterie, c'était la boucherie-charcuterie devant, avec l'abattoir qui se trouvait dans la rue de la Bellevue. Sur cette ouverture, c'était une porte et c'était la buvette de la charcuterie qui servait de thé boisson. Du temps que les dames faisaient les commissions, les hommes allaient boire un canon. À côté, c'était le bar tabac de M. Grillet. À côté, c'était l'épicerie de Mme Beauchot. C'est là où on venait chercher la moutarde en vrac avec nos contenants individuels. Et à côté, dans la maison du XVIe siècle, c'était l'épicerie de M. Rouby qui faisait aussi les tournées dans les hameaux du village. Oui, derrière moi, à la place du primeur, c'était un magasin de vêtements tenu par Mme Altavel. Et en face de moi était l'épicerie buvette de Mme C. Donc ici était le magasin de Mme Sabi qui vendait des journaux. Et à côté se trouvait le casino qui est de Mme Bonnevielle. Et à côté du casino, le bâtiment plus loin, c'était le magasin d'électricité. Donc ici se trouvait le marchand de chaussures et cordonnier de M. Allier, où on venait faire ressemeler les chaussures, parce qu'à l'époque, on ne changeait pas de chaussures toutes les 15 jours, on nous faisait ressemeler. Allez, je m'approche de ce bâtiment qui était la boucherie-charcuterie de M. Chuminal, avec à la place du distributeur, c'était le magasin. À ce niveau-là, nous avions la buvette, et à ce niveau-là, c'était son abattoir. Donc derrière moi, la maison derrière moi, c'était une couturière, une dame qui faisait de la couture pour les gens. Le salon de coiffure, c'était déjà un salon de coiffure de M. Gagné. Et le bâtiment ce bâtiment-là où il y a la pizzeria, c'était le Zanzibar, tenu par Mme et M. Monet.
Donc à la place de la boulangerie, c'était déjà une boulangerie, c'était par monsieur et madame Moulin, qui était donc à côté du Zanzibar. Et en face, c'était la boucherie. La boucherie de monsieur Pardonneau, madame et monsieur Pardonneau. Monsieur Pardonneau faisait les marchés. À l'époque, il n'avait pas de camion frigo, c'était 2 tréteaux et une planche dessus pour étaler la viande, pour la présenter aux clients. On n'avait pas les mêmes normes sanitaires que maintenant. Bon, nous sommes devant l'école de garçons où je suis allé. Ce bâtiment qui est de l'autre côté. Il y avait l'école et à côté c'était la mairie. Nous sommes à l'emplacement d'une tour du rempart qui a été tombée dans les années, je ne sais pas exactement, 2000, parce que ça gênait pour pouvoir agrandir un peu, faire un parking, est tombé un îlot de maisons où il y avait des magasins de coiffure, 2 salons de coiffure, ainsi qu'un magasin d'appareils de couronne mortuaire. Bon, derrière moi se trouvait l'alimentation stéphanoise qui servait aussi de bar. Parce que beaucoup de magasins servaient à boire à leurs clients sans avoir de licence de bistrot. Ouais, derrière moi se trouve la maison de M. Rigaud qui était tailleur pour hommes. Son épouse était institutrice à l'école de filles qui se trouve sur la place Sainte-Catherine. Ouais, on vient de voir quelques magasins du village, qui était un village quand même pas très important, environ 1500 habitants, où tout le monde avait plusieurs métiers et pouvait vivre en autarcie par les animaux qu'ils élevaient, les terrains qu'ils cultivaient. Et on s'aperçoit malgré tout qu'il y avait un nombre important de magasins, des shops. Donc on est à plus de 100 magasins sur un village à la limite qui pouvait vivre tout seul. Saint-Marcellin se situe dans le département de la Loire. C'est un département qui est lié aux Hermes par la manufacture nationale d'Hermes de Saint-Étienne. Oui, mais Saint-Marcellin, c'est une ville maintenant d'Hermes, oui, ils ont fabriqué des Hermes, et qui date quand même de quelques années en arrière, voire de plusieurs siècles. Peut-être en 1700, 1600, je ne sais plus exactement. Et peut-être même avant, oui. Mais ils faisaient des armes blanches. Hein. C'était pas des fusils comme il y a maintenant. Alors moi j'ai connu ça parce que mon père il est devenu armurier en 1940. Enfin armurier, il était ajusteur. Il avait travaillé sur Saint-Étienne dans une fabrique de motos, chez Automoto. Et après, donc il était ajusteur. Et il était venu travailler sur Saint-Marcellin, au Planté à l'époque, vers la gare de Saint-Marcellin. Et il montait des fusils, il montait la bascule sur le canon, en sachant que les bascules étaient fabriquées, c'était pris dans un bloc d'acier, et c'était usiné, ébauché, pas usiné, ébauché. Et après, il montait la bascule sur le canon, et ça s'appelait le basculeur. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Ça s'appelait le basculeur, oui. Donc mon père, il faisait ça, il ajustait la bascule sur le canon. Après, il y avait d'autres opérations, alors lesquelles, les noms, je suis incapable de vous les dire à l'heure actuelle. Les noms du garnissage de la mécanique, de la petite mécanique qu'il y avait dans le canon, dans la bascule, pardon. Il a fabriqué des fusils pour plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, chez Saillant, au Planté, Haute-Guerre. Ce monsieur Haute-Guerre, c'est un Norvégien d'Oslo. C'est lui qui a inventé le premier fusil superposé. Le fusil superposé, il a été fabriqué chez Haute-Guerre à Saint-Étienne. Chez Haute-Guerre se situait
au pied de la tour de Beaulieu. J'y ai travaillé, moi, pendant plus d'1 an avant de partir à l'armée, à faire mon service militaire. On fabriquait les canons, on fabriquait les bascules et tout l'intérieur de la mécanique. Voilà. Comment que le fusil superposé s'est fabriqué. Alors il faut se rappeler d'abord que à Saint-Marcelin, il y a une longue tradition de briqueterie, tuilerie artisanale, donc à partir de l'époque gallo-romaine, puisque derrière le site de Bataillou, on avait déjà au 1er siècle après Jésus-Christ, donc certainement une fabrique de poterie et de briques sur place. Ça a été fouillé par le Graal, qui est une organisation départementale d'archéologie. Alors ici, nous nous trouvons sur un site qui date de 1910-1911, qui appartient successivement au Cancalon Merlat et Merlat Echtar, qui étaient déjà des briquetiers dans la région de Roanne, céramistes, et qui sont venus à Saint-Marcelin. Et avant de s'installer sur ce site, ils ont utilisé la briqueterie qui se trouve à la montée des Plantées, qui est aujourd'hui un dépôt alimentaire. Puis ensuite, ils ont repris, vers 1880-1890, ils ont repris la briqueterie Ordre et Châtillon, qui est à l'arrière de celle-ci. Là. Donc, et ensuite, ils sont venus, évidemment, s'installer ici. En 1910-1911, ils ont construit cette briqueterie moderne avec un seul four au départ, un four Hoffmann. Alors c'était un net progrès parce que jusqu'à présent, jusqu'à cette époque, disons jusqu'à 1870, on cuisait les briques dans des fours à un feu, alimentés par alandier, et puis on faisait 1 à 2 cuissons par an avec des tonnages qui étaient très petits. Alors, et ces petites briqueteries étaient animées par les paysans de la région. Il y avait des briqueteries à Bataillou, il y avait des briqueteries à Trémoulin, briqueterie au Mât, il y avait une petite briqueterie ici aussi, puisque le four a été démoli en 1961. Et ensuite, ce sont des maçons de la Creuse qui sont venus et qui ont, disons, pris ces briqueteries en main. Donc ici, on a des traditions, les briqueteries Lafont qui viennent de la Creuse, les briqueteries Corde-Robert qui viennent de la Creuse. Et par contre, ceux qui sont venus là sont originaires de Roanne, comme je l'ai dit, dans un premier temps. Donc ils vont occuper ce site et ils vont construire une très grande briqueterie moderne, mécanisée, avec le four Hoffmann et la salle de fabrication, animée certainement à cette époque par une machine à vapeur. C'est que plus tard qu'on animera la fabrication avec un moteur électrique. Mais au départ, comme pas mal de briqueteries mécanisées, on va utiliser la vapeur. Donc la fabrication se trouve de ce côté et on va construire un premier four Hoffmann. Alors ce four Hoffmann, il a la particularité d'être un four tournant qui fait à peu près, c'est un couloir ovale, qui fait à peu près 140 mètres de long et qui est compartimenté en 24 ou 28 chambres et avec un feu tournant et qu'on allume d'abord une fois par an dans une case de démarrage et ensuite ce feu va tourner tout autour du four alimenté par un système de distributeur à charbon qui se trouve au-dessus du four et qui lui est sous la responsabilité d'un chauffeur qui va verser le charbon dans ces distributeurs qu'on appelle ici vulgairement des marmites. Alors le charbon vient de Saint-Étienne, il tombe en petites brosettes très fines dans le four et au fur et à mesure du déplacement, on déplace ces marmites, elles se déplacent de 50 cm par heure et au fur et à mesure, le feu va tourner et va précéder les défourneurs qui sont à l'arrière, eux dans des chambres qui sont déjà refroidis. Il faut savoir qu'elles sont refroidies à 50. Il y a 50 degrés l'hiver et l'été dans les chambres de four. Alors il faut savoir aussi qu'il y avait un système de poste, donc on avait un système toutes les semaines, des fourneurs, un fourneur tournait, et on avait donc les gens qui travaillaient comme des fourneurs, ils passaient de 50 degrés dans cette cour qui est ici devant moi, à parfois moins 10, moins 15, ce qui explique que très peu de personnes ont pris leur retraite. Donc c'était un travail extrêmement pénible, et en plus l'été c'était vraiment très pénible. Donc on va cuire ces briques, on va défourner, on va empiler le défournement dans les cours à l'aide de bagnoles. Ces bagnoles pesaient à peu près 600 kg. Il y a 600 kg de produits sur ces voitures.
Et donc, au fur et à mesure, donc, les produits étaient dispatchés dans le département, en dehors du département, alors par deux moyens modernes, évidemment. Le train à la gare de Saint-Marcelin, il y avait des ouvriers spécialisés dans la confection des wagons. On achetait la paille chez les paysans, on empilait les produits dans les wagons, on les protégeait avec de la paille et cela partait vers la reconstruction. Et notamment, évidemment, ça a très très bien tourné après la guerre de 14-18, vu les événements. Après la guerre de 39-45, il y avait besoin de beaucoup de produits. Et là, ensuite, on a utilisé les camions. Donc les camions venaient des départements qui étaient périphériques au département de la Loire, beaucoup de la vallée du Rhône, et ces camions étaient chargés à la main. Donc il faut savoir qu'il y avait des empileurs, il y avait des gens qui étaient spécialisés dans la cour et qui chargeaient ces camions à la main. Donc ici, je fais le geste. Les mains protégées par des chambres à air trouées, donc on mettait ça, ils prenaient les briques 6 par 6 ou certains produits 12 par 12 et ils envoyaient aux gars qui étaient dans le camion et on empilait les camions comme ça. Il n'y avait pas de monte-charge, pas d'élévateur, rien. Alors ces tuileries et ces briqueteries modernes ici, 1910-1911, c'était une révolution. Alors une révolution sur la fabrication, une révolution sur la cuisson, une révolution sur la qualité des produits parce qu'on est passé progressivement d'environ 750-800 degrés à la cuisson à 900-950. Donc on a eu des produits beaucoup plus résistants. Mais la révolution ne s'est pas faite tout de suite sur l'extraction de la terre. Il faut savoir ici qu'on est sur une butte argileuse, très riche, dans une terre qui n'est pas exceptionnelle au niveau de la qualité. C'est pour ça qu'on a abandonné la production des tuiles, parce qu'on avait beaucoup trop de silice dans les tuiles, et on n'avait pas des tuiles de grande résistance. On s'est cantonné dans la fabrication des briques pleines et dans la fabrication des briques creuses. Alors, on a utilisé pour cela, évidemment, des extrudeuses. Donc, c'est une machine comme une... On peut comparer ça, si vous voulez, une machine à saucisson, et on pousse avec une vis sans fin, on pousse la terre, et au bout, il y a évidemment une extrudeuse. Il y a le modèle du produit, la terre est poussée, il y a un fili cooper au bout de la filière, et là c'était soit manuel, et plus tard ça va être automatisé avec l'avancement de la terre, et on va sortir évidemment les briques. Alors ces produits sortent évidemment de la machine, ils sont attrapés, pour les produits creux comme les galandages, ils sont attrapés à la main par des ouvriers avec des fourchettes en bois, chargées sur des châssis, on appelait ça les châssis, et emportés ensuite dans les séchoirs qui se trouvaient dans un premier temps ici, autour de la cheminée, sous un hangar qui était en plein air, et plus tard, on va utiliser un séchoir qui sera au-dessus des fours, et bien plus tard, on va récupérer la chaleur des fours, et on va monter des fours à air pulsé récupérés sur la chaleur du four tournant. Et on aura ainsi des produits de meilleure qualité, et je vais revenir sur l'extraction de la terre. J'ai dit dans un premier temps que l'extraction de la terre était moins modernisée, effectivement. Moi, étant enfant, j'ai vu l'extraction de la terre à la main, avec pic, pioche et pelle, et évidemment les camions GMC qui avaient été récupérés après la guerre en 1945. Donc ces camions avaient la propriété d'avoir 2 ponts moteurs, évidemment, donc ils pouvaient très 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 bien sortir des carrières avec ces 2 ponts moteurs, mais alors ils étaient très voraces en essence, puisque un camion GMC ici passait 100 litres d'essence par jour pour les monter dans les carrières de Trémoulin ou dans la carrière qui a été comblée, qui est juste devant l'usine ici, là. Alors, on a eu donc l'extraction à la main pic-pioche plus GMC. On a eu l'extraction ensuite avec les premières pelleteuses qui sont apparues, l'époque là à câble, et puis le GMC. Et évidemment, on a remplacé tout cela, on a remplacé l'extraction par les chevaux, les tombereaux d'abord, puis les wagonnets sur rail. Alors, c'était quand même relativement moderne. Entre les deux guerres, ils avaient remplacé les chevaux par des tracteurs à moteur, des Décoville. Donc ils faisaient monter la terre de la carrière par les Décoville, passaient derrière l'usine ici et tombaient dans le concasseur qui était à l'arrière, derrière l'usine, pour malaxer la terre, pour la broyer, etc. Broyeur, concasseur, fosse de maturation, et ensuite on triait la terre soit pour les tuiles, soit pour les briques. Et les tuiles étaient faites avec la presse bivalve. Donc c'était une presse. Ma mère a travaillé à la fabrication des tuiles ici dans l'autre usine. Voilà. Donc ces tuileries ensuite, bon, elles ont changé de propriétaire. Alors je vais résumer, donc Cancalon, Merla et Star, Robert, et puis après donc Chaplon, Iméris et puis Bouillet. Il y a peut-être eu quelques propriétaires entre-temps, mais bon, la mémoire m'échappe là. Voilà.
Le pont de Vérines, connu sous le nom de pont du Diable, se situe à quelques kilomètres du bourg de Saint-Marcelin-en-Forêt, au lieu-dit Vérines. Sa construction aurait commencé au XIIe siècle, sur la petite rivière, la Marne, qui l'enjambe. On suppose qu'il servait à l'époque à faciliter l'échange de chaux entre Saint-Marcelin-en-Forêt et le Velay. Des moulins existaient aux alentours. Leur association avec des ponts était très fréquente au Moyen-Âge. La hauteur du pont du Diable indique que la mare, la rivière, pouvait s'avérer très capricieuse et avait des crues plutôt importantes autrefois. Ce pont a été classé monument historique en 1921 et est aujourd'hui l'un des emblèmes de Saint-Marcelin-en-Forêt. On peut notamment le retrouver représenté sur le blason de la commune. Selon la légende, Saint Guillaume souhaite pouvoir franchir une rivière pour éviter de longs détours. Comme le diable entend tout, y compris les complaintes des hommes sur leur situation, il apparaît au bon moment pour proposer un marché. Le diable accepte alors de construire le pont en une seule nuit, en échange de la première âme qui le traversera. Il honore sa partie du contrat, mais au petit matin, il est trompé par Saint Guillaume, qui fait traverser le pont à un animal au lieu d'un homme. Le diable furieux lâche la dernière pierre de construction depuis le haut du pont, toujours manquante de nos jours, et disparaît dans la rivière dont l'eau demeure depuis ce jour noire. Sous un ciel poétique, près des monts du Forêt, une bourgade antique, soudain vous apparaît. Saint-Marcelin d'un air hautain, avec ses murs du Moyen-Âge, et vers le Coire son long boulevard, orné de superbes ombrages. Soyez fiers à raison de cet ancien canton, gai marcelinois toujours plein de tendresse, montrez partout votre vive allégresse. Du bois de Rachasset, en allant sur Bataille, vous apercevez dans le lointain roset et la plaine du Forêt. La vigne se propage au flanc des verts coteaux. Elle étend ses cépages vers Aboin outre l'eau. Tout près du mât, les échalas se pressent à masse très dense. Les vignerons, joyeux lurons, fredonnent aux années d'abondance. Vin de Chantegrier, aux délicieux bouquets, ce doux nectar coulant au fond des verres, faisant richesse joie de nos grands-pères. Vin de coteaux rôtis, des années Bodhi, soyez toujours classés par vos vertus, parmi nos meilleurs crus. Sur une hutte d'argile sont bâtis les plantés. Ces briques et ces tuiles sont partout renommées. En 50 ans, très ardemment, toute une nouvelle industrie se développa et progressa dans de nombreuses tuileries. La première maison, Ordo et Châtaignon, rivalisèrent avec entre ingénie sa société anonyme des Tuileries pour clore la série Merla et compagnie, dont les produits sont partout réputés, Tuileries perfectionnées.
Tout le long de la mare, voyez les vieux moulins faire peu de teinte amare, ils sont mornais sereins. Puis tout à coup, bien devant vous, le pont du diable tout en ruine. Et près du pont, quelques maisons, le nom du village est Vérine. Hôtel des Trois Moineaux, sur les bords du ruisseau. Benoît Rebourg, toujours plein de gentillesse, reçoit content le pêcheur plein d'adresse. Mais laissez les goujons pour les plus fanfarons. Vous trouverez à l'étang Réguillon beaucoup de carpillons. En montant jusqu'au Fade, vers La Rochelle-Mont, amateurs de promenade, prolongez l'excursion. Laissez pour yeux aux plus curieux et continuez votre route. De Châtelus, vous aurez vu un beau panorama sans doute. Mais à l'Hospitalet, tout à côté du bled, vous traversez le ruisseau de Bessette. En cette saison, il n'y a pas d'ablette. Une fois Grésieux passé, par la Langre revenez. Laissez à droite la butte de Bataillou, et puis rentrez chez vous.